Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné de l'irremplaçable Sarah Lecoeuvre aujourd'hui. Ça va Sarah ? Ça va, en forme. Bon, impeccable. Et nous accueillons sur ce plateau un journaliste qui se lève bien plus tôt que tous les gens de la régie et du plateau réunis ici. Et comme on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent avant ceux qui dorment encore, ce qui est normal, on peut dire que lui est au top, des audiences en hausse, une matinale qui cartonne. Ah, peut-être que finalement ça vaut le coup de se lever en pleine nuit. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bonjour à tous les deux. Vous allez bien ? Ça va très bien. On est ravis de vous avoir. Vous levez tôt, effectivement, on l'a déjà dit. Vous présentez pour la 5e saison la matinale d'Europe 1 de 7h à 9h. Avant cela, il y avait également la matinale sur Radio Classique, celle de Sud Radio. Ça commence à remonter. Le but dans votre vie, c'est de vous lever à 3h du mat tous les jours, Dimitri ? C'est l'objectif de votre vie, avouez-le. Ça va bientôt faire un quart de mon temps de vie que j'ai passé à me lever, à faire des matinales. Et je vous avoue que... Combien d'années de matinale ? Là, c'est la 11e année. J'ai 44 ans, voilà, donc on est pile au quart et c'est difficile. J'espère être plus proche de la fin que du début, même si c'est vrai que le succès de la matinale fait que... là, vous n'avez pas le choix, il faut continuer. Alors le record, c'est William Lémergie, c'est 33 ans, 32 ans je crois à Télématin. Oui, imbattable. Non, vous ne vous battrez pas, vous êtes d'accord ? Non, je lui laisse le record. Okay. Est-ce qu'il y a un petit truc quand même, en tant que journaliste, qui vous fascine dans les matinales à ce point-là ? Parce que à un moment, il faut aussi aimer ça pour les enchaîner comme vous le faites. C'est l'antenne, quoi. C'est prendre l'antenne. Moi, j'ai connu des présentateurs qui étaient de très bons journalistes, mais qui appréhendaient d'arriver au micro. Moi, c'est la récompense, en fait. C'est le plaisir d'être là pour les auditeurs, de s'adresser à eux. Surtout le matin, on est le premier comme ça, vraiment. La radio, ce que je dis toujours, c'est le matin. La radio, c'est le matin. C'est le prime time de la radio. C'est là que ça se passe, exactement. Donc, c'est à ce moment-là que ça se passe. Donc, oui, voilà. La radio, pour moi, c'est le matin. Il se passe plein de choses sur Europe 1 aussi toute la journée, mais il y a ce saveur particulière d'apporter l'information aux gens au réveil. Et quel est votre rythme exactement ? Vous vous couchez à quelle heure ? Vous vous levez à quelle heure ? La sieste dans la journée ? C'est un peu fractionné, c'est pas comme de la restauration, mais on se lève... Moi, je me couche tard pour un matinalier, 21h, 22h. Ah ouais, c'est tard. D'habitude, c'est plus 8h. J'essaie, mais pour préserver la vie de famille aussi, parce que ça, c'est assez important. Je connais des gens qui se couchent à 19h, mais moi, il y a des enfants, une femme qui est là, je peux pas... C'est compliqué. Deux enfants. Voilà. Et puis après, une sieste en journée, mais en semaine, je dors peu. J'essaie de récupérer le week-end. Dormir plus le week-end. Du coup, si un jour on vous propose de présenter le 20h, vous allez dire non. C'est trop tard, non ? On est d'accord. Vous savez, vous réfléchirez quand même. Je suis pas certain d'accepter parce que ça fait finir vraiment tard. Le 20h. Ça fait venir. C'est une place en or, bien sûr. Je dis ça, mais en termes de rythme de vie, je suis pas sûr que ce soit forcément beaucoup plus enviable en fait de finir tard le soir. Bon, alors on va évidemment parler de cette saison, de ses objectifs, Dimitri, cette matinale d'Europe 1 et cette saison qui vient de débuter. Ce sera dans un instant après les news médias de Sarah Lecoeuvre. On démarre ces infos médias avec France 2, Sarah, qui déprogramme un envoyé spécial pour un événement spécial. Et oui, Caroline Roux est mobilisée 2 jours après la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre et au lendemain de la journée de mobilisation, de blocage surtout, du 10 septembre. Eh bien, l'AD propose une émission spéciale pour décrypter les enjeux politiques et sociétaux. La 5e République est-elle à bout de souffle ? S'interroge France Télévisions. Ça, c'est dans le communiqué qui a été transmis aux rédactions. La présentatrice de C'est dans l'air sera accompagnée de plusieurs chroniqueurs, dont Paul Larouturou, Axel de Terlé et Adrien Roard, qui posera les questions des téléspectateurs. Et parmi les invités de Caroline Roux, on retrouvera Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, Carole Delga et Amélie de Montchalin. Oh, ça va, c'est un bon casting, plutôt. Ouais. Oui. 5e République, c'est à bout de souffle, Dimitri, pour vous. Vaste question, vous avez 1 minute 30 pour y répondre. C'est la question que va poser France 2 ce soir. Il y a un chroniqueur d'Europe 1 hier qui a dit on est le 9 septembre, ressenti mois de décembre. Ouais, donc, on est d'accord. C'est vrai, il y a une vraie fatigue, je pense, de tout le monde. Et puis on a tous cette impression, on n'arrête pas de parler de ça, crise politique, crise de régime, etc. Non, on a quand même l'impression d'avancer dans le brouillard, mais qu'on touche un peu au bout de quelque chose. Alors est-ce que c'est la fin de la 5e ? Est-ce que c'est un revirement constitutionnel qui changerait tout ? Ça, c'est une question qui est immense. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais on a quand même tous l'impression qu'on est sur une espèce de pente qu'on dévale. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et pour vous, pareil, Sébastien Lecornu, ça ne changera pas grand-chose, avec peu de majorité. Il y a peu de chances que les choses bougent beaucoup. C'est juste reculer pour mieux sauter, après tout. C'est assez désespérant de voir que politiquement, on ne voit pas d'issue. Enfin, si, il faudrait un esprit de coopération qu'on ne trouve pas actuellement dans la sphère politique. Oui, mais c'est pareil, on sait bien que la dissolution aboutirait à des résultats peut-être électoraux sensiblement différents, ou bien il y a quand même cette question du front républicain, s'il vole en éclats et qu'on se retrouve avec un RN qui se retrouve bizarrement dans la posture des macronistes en 2017, avec 25-30% de suffrages permettant d'arracher 300 sièges.
alors là, quand même, on change complètement de situation politique. Mais bon, c'est quand même très incertain, quand même, ce que je viens de décrire là. Vous qui connaissez bien la politique, Macron ne démissionnera pas. Enfin, il l'aurait déjà fait si c'était le cas, non? Je le vois mal faire ça. Honnêtement, je le vois assez mal faire ça. Peut-être que si la crise continue de s'aggraver, il s'y résoudra. Par altruisme pour la France. Ce serait un beau geste, mais en même temps, quelle défaite pour lui face à l'histoire. Donc c'est quand même une décision qui, je pense, il va sous-peser et mûrir s'il finit par la prendre. Hein. Oui, c'est sûr. Et l'ego doit sûrement peser aussi là-dedans. On continue ces infos médias. Sarah, on parle de Thomas Legrand qui annonçait renoncer à son émission sur France Inter. Oui, c'est ce qu'il a annoncé mardi dans un post sur le réseau social X. Il lui est impossible d'assurer le débat sereinement, dit-il. Alors le journaliste reste toutefois sur l'antenne de France Inter en tant qu'éditorialiste de Libération et il interviendra sous d'autres formats adaptés, indique la direction de la station. Alors il faut dire que depuis le week-end dernier, il est au cœur d'une polémique. Le média L'Incorrect a publié des vidéos filmées en juillet à l'insu des protagonistes dans un restaurant où Thomas Legrand et son confrère de France Inter, Patrick Cohen, déjeunent avec 2 cadres du PS et bien dans un restaurant. Et bien, ils établissent des plans en vue des municipales 2026. Paris, Alors la direction de France Inter a décidé de suspendre provisoirement Thomas Legrand. En revanche, Patrick Cohen, lui, a pu continuer sa chronique dans la matinale de Nicolas Demorand. Et également, il est revenu dans cet avou où il officie tous les soirs sur France 5. Absolument, il était un peu moins bavard d'ailleurs dans la vidéo, c'est vrai, mais alors c'est compliqué parce qu'il y a toujours un accord tacite, c'est dur de taper sur des collègues journalistes quand on est journaliste, mais est-ce que cette affaire vous a quand même choqué en partie, Dimitri? Oui. Par rapport à Patrick Cohen, je dirais qu'il est éminemment plus stratégique. C'est un actif beaucoup plus stratégique, je parle un peu en termes d'économie, mais c'est l'idée, que Thomas Legrand pour Radio France. Et donc, évidemment, Thomas Legrand a servi de fusible dans cette histoire. Et c'est lui qu'on entend le plus, effectivement. Effectivement. Dans la vidéo. Après, 2-3 remarques, parce qu'après, c'est une conversation qu'ils ont dans un lieu public. Ils sont filmés, certes, à leur insu, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu l'opportunité qui s'est présentée au cadreur, à celui qui a filmé ça. Il parle quand même assez fort, quand même, aussi. Donc, sur la question du vol d'images, le procédé aujourd'hui, il est extrêmement banal. Vous voyez combien d'émissions font ça aujourd'hui. Les caches d'investigation existent sur et le font aussi, les écoutes de Nicolas Sarkozy, c'est un peu pareil. Après, l'argument, c'est de dire que c'était des conversations privées qui auraient dû rester privées. Sur le fond de l'affaire, je dirais que quand on officie sur l'audiovisuel public, ça me choque beaucoup plus que si Thomas Legrand avait officié dans un média privé. C'est dans un média privé qu'il s'engage volontiers pour des idées. Je trouve ça, à la limite, tout à fait respectable et je ne vois pas de problème. Quand c'est l'audiovisuel public, que les engagements de l'audiovisuel public, c'est cette neutralité, ou en tout cas ne pas prendre de position, oui, là, il a franchi une ligne rouge. Thomas Legrand a franchi une ligne rouge dans ses propos. J'observe que Patrick Cohen, c'est vrai, plus en retrait dans la conversation. Voilà, moi, c'est ce que je pourrais dire sur Mais ce qui vous choque le plus, c'est que Radio France soit de gauche ou qu'elle revendique de ne pas l'être et d'être neutre. C'est peut-être ça le cœur du problème, en fait. Il y a une hypocrisie, je dirais, dans les déclarations d'intention à dire qu'on est totalement neutre, alors que factuellement, l'auditeur de France Inter, celui qui vient écouter, il voit la couleur politique de l'antenne. Voilà, c'est évidemment, mais c'est l'argent public en fait. Le sujet derrière tout ça, c'est est-ce qu'avec l'argent public, quand on travaille avec de l'argent public derrière soi, est-ce qu'on peut se comporter de la même manière journalistiquement que quand on est dans un média privé où on est par nature beaucoup plus libre? C'est la vraie question de fond, je pense. Oui, absolument, qui reste posée pour le moment. On termine, Sarah, avec le chiffre du jour, le 14 aujourd'hui. Et oui, c'est en nombre de mois, le temps qu'aura duré la grande semaine sur M6. Ah ouais, c'est plus que François Bayrou déjà. Bah oui, donc c'est pas mal finalement. La présentatrice Ophélie Meunier a annoncé cette semaine la fin de son émission, La Grande Semaine, qui avait été lancée en grande pompe. C'était en avril 2024. Mais les audiences ont toujours été insuffisantes. Le talk show du samedi en fin d'après-midi n'a jamais rencontré son public. Le dernier numéro, qui était diffusé le samedi 15 juin, a seulement fédéré 428 000 téléspectateurs. Ouais, moins d'un demi-million, c'est un peu trop faible pour M6. M6 qui s'est bien renforcé. Hein. Le mercato a été dingue cette année, que ce soit en radio, en télé. Alors, pas trop chez vous, notamment sur Europe 1.
Alors c'est vrai que les vagues sont plutôt bonnes d'audience, donc on ne change pas trop une équipe qui gagne. Mais pour le reste, qu'est-ce que vous en avez pensé, ce mercato absolument incroyable? Même si ça a quand même recruté Anne-Sophie Lapix, Cyril Hanouna, Olivier Mine, et sur RTL, pareil, retour de Fogiel. Vous voulez là, une réponse Ouais, non, mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Ah non, une vraie réponse. Ouais, une vraie réponse. Ouais. Par exemple, Cyril Hanouna, c'est un bon coup de l'avoir pris, non, j'imagine. Maintenant que C8 n'existe plus. Pour M6, c'est un énorme coup. Ouais. Mais j'ai trouvé dans les médias aujourd'hui, j'ai ressenti une certaine fébrilité à chercher le téléspectateur, l'auditeur, à se demander ce qu'il veut. Et j'ai ressenti la stratégie qu'a... Vous parlez de télé, radio confondus, c'est ça? Oui, les deux, d'accord. Exactement, on pourrait parler d'RTL, etc. J'ai ressenti un peu cette fébrilité-là, et à vouloir répondre à ces questionnements qu'ils avaient sur mais où est le téléspectateur, où est l'auditeur, qu'est-ce qu'il attend, par une stratégie qui a pu être celle du Paris Saint-Germain il y a quelques années. On va recruter des stars, on va mettre beaucoup d'argent sur la table. Acheter Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar. Exactement. Et bon, voilà, la stratégie Messi-Neymar, on sait ce qu'elle a rapporté au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire pas grand-chose. Non. La question que je me pose, c'est est-ce que les médias qui sont engagés dans cette stratégie-là vont rentabiliser leurs investissements? Vous parlez d'Europe 1, nous, on sait où on va, en fait, c'est clair, et vous avez raison, on ne change pas une équipe qui gagne. Quand la mayonnaise a pris, il ne faut pas y toucher, a priori. Exact. Si, il y a toujours des choses à améliorer. À la marge, bien sûr, Mais on n'a pas ressenti ce besoin de casser la baraque et d'aller chercher chez le voisin la recette du succès qu'on ne trouverait pas chez nous, en fait. Vous avez failli perdre Sonia Mabrouk, quand même, qui a été draguée par BFM TV. Oui, c'est la rumeur qui a couru, ça. Oui, mais elle l'avait confirmé aussi, qu'elle avait refusé la proposition pour rester sur Europe 1 et CNews. Je pense qu'elle a fait un choix de raison. Et c'était une aventure pour elle, je pense, de partir sur... Ça aurait représenté une aventure avec sa part d'incertitude. Vous savez, les médias, moi je dis toujours, c'est des vagues. On vous enterre le lundi et le mercredi, vous êtes au top, on vous encense. BFM a eu des heures magnifiques. Je pense qu'ils se cherchent un petit peu aujourd'hui. Pareil pour RMC, c'est pareil. Et je comprends qu'ils aient tourné leur regard vers Sonia. Ça aurait été une recrue de choix. En or. C'est fini, Sarah, pour les news médias. Les news médias sont terminés. Il y en aura d'autres, bien sûr. Dès demain, on passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Dimitri Pavlenko. Europe 1 matin, c'est de 7h à 9h, tous les jours sur Europe 1, comme son nom l'indique, une matinale que vous présentez depuis 4 ans déjà. C'est de votre 5e saison qui démarre. Comment vous vous sentez dans cette rentrée qui, alors, c'est très rare, on n'est quand même que le 10 septembre, et alors l'actualité, on est tellement agité que vous aviez connu des rentrées comme ça. En général, ça prend un peu de temps, mais là, c'est... L'année dernière, quand même, rappelez-vous, Michel Barnier, c'est vrai qu'il y avait Barnier enquête de Premier ministre, ça avait été une rentrée politique. Alors après, ce sont des rentrées qui sont intenses médiatiquement, mais qui sont aussi assez angoissantes. Malgré tout, c'est pas une actualité qui nous porte. On n'a pas l'impression de gagner la Coupe du Monde de football tous les 1er septembre. Mais oui, vous avez raison, c'est vrai que François Bayrou, sa conférence de presse du 26 août, quelque chose comme ça. C'est ça. Bon, voilà, il avait la rentrée politique, ça a été... sur les chapeaux sur les chapeaux d'eau, exactement. Mais le fond de l'affaire est quand même assez inquiétant. Je pense que beaucoup de gens se préoccupent de ce qui se passe dans le pays, de cette impression qu'on baisse, en fait. La dette, la crise sociale, la crise politique, toute cette espèce de cumul de crises, c'est pas très rassurant pour les gens. Et nous, c'est vrai, on s'en fait l'écho, forcément, sur Europe 1. Et comment évolue la matinale cette année? Est-ce qu'il y a des changements qui sont apportés? Oui, alors il y a eu des petits ajustements. On a quelques renforts. Laurent Tessier, donc, par exemple, Laurent Tessier qui est dans l'ombre de Pascal Praud, puisqu'il est le rédacteur en chef c'est son rédacteur en chef historique depuis plusieurs années. Il est venu avec Pascal, exactement. Il est venu avec Pascal sur Europe 1 l'année dernière, et c'est quelqu'un de formidable, qui a beaucoup d'esprit. Et il avait initié un billet qui se voulait l'année dernière. En fait, un rappel de ce qui s'était dit dans l'émission de Pascal Praud la veille, à 6h10 dans la petite matinale d'Europe 1. Et en fait, ça s'est transformé en un édito. Et c'est formidable ce qu'il fait. Et donc, voilà, politique de talent. Vous avez quelqu'un qui fait quelque chose de super. Un édito très média ce matin, par exemple, sur l'affaire Thomas Legrand, Patrick Cohen. Très média, très politique, et un vrai produit de radio avec beaucoup de sons, etc. Et voilà, et ça marche bien. Les auditeurs d'Europe 1 sont assez contents. On a fait quelques ajustements, plus de revues de presse. Parce qu'on s'est rendu compte que les auditeurs qui arrivaient au cœur de la matinale, c'est-à-dire entre 7h30 et 8h30,
pouvait manquer la revue de presse d'Olivier de Lagarde, qui était un peu plus tôt et aussi un peu plus tard, donc un troisième rendez-vous, et qu'Olivier a l'intelligence de mener, est-ce que ce ne soit pas qu'une redite, une répétition de ce qu'il aura dit se renouveler, ouais, il est très fort, Olivier de Lagarde. Vous pouvez écouter les 3 revues de presse, vous allez avoir des éléments nouveaux. Voilà. D'ailleurs, Pascal Praud vous le pique maintenant, depuis l'an dernier, pour son émission. Ouais, exactement. Je sais qu'il l'aime bien. On va parler des différentes parties en quelques mots, notamment des signatures des éditoriales. Alors, les signatures d'abord d'Europe 1. Les Avengers. Plusieurs, évidemment. Eugénie Bastier, Philippe Val, Charlotte Dornelas, Catherine Ney, Emmanuel Ducrot. Vincent Trémollet, Alexis Brézet, c'était exactement. Les éditos, notamment pour les boss. éditos, c'est vrai. C'est quoi la patte de ces éditorialistes, de ces signatures Europe 1, ce qu'on appelle les signatures Europe 1? Qu'est-ce qui les rassemble? C'est, je pense, c'est un concert de voix fortes, différentes, très colorées, très cohérentes, qui forment une chorale assez cohérente. Et c'est ce que je dis toujours quand vous écoutez Europe 1. Et maintenant, vraiment, de minuit 1 à 23h59, vous savez que vous êtes sur Europe 1, vous reconnaissez la couleur de cette antenne. Il y a une cohérence dans les émissions. Et ce concert des signatures Europe 1, c'est comme ça que moi je les rassemble sous cette étiquette-là. C'est ça, c'est-à-dire que Vincent Hervouet, Vincent Trémollet, l'un sur l'international, l'autre sur la politique. Agnès Verdet-Molinier sur l'économie. Olivier Babot, vous avez cité les autres. Alexis Brézet, bien sûr. Philippe Val, etc. Eugénie Bastier, qui va nous revenir dans quelques mois, sont des gens qui nourrissent une réflexion qui fructifie au contact des autres. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai quand je sors de la matinale. Je me dis, j'ai appris plein de trucs. Les éditos se répondent parfois les uns les autres et forment un ensemble assez cohérent, une harmonie. Et je pense que c'est ça qui fonctionne bien, exactement. Et c'est une question peut-être que les auditeurs se posent. Est-ce que vous découvrez en direct les chroniques de vos intervenants ou non? Et vous avez ça bien arrive, sûr... mais ça arrive très rarement quand l'actualité. Mais non, ils me l'envoient la veille ou ils me l'envoient dans la nuit, donc je la lis avant, etc. Et vous avez déjà censuré ou pas? Ah, jamais. Ou non, coupé ou dit attention cette partie, non ou... Non, absolument jamais. Il peut m'arriver de demander à un éditorialiste de couper quand c'est trop long. Oui, d'accord, ok. Et résume ta pensée, mais c'est tout. Les signatures Europe 1 sont absolument libres. On ne peut pas se présenter comme la radio libre. Je veux dire, c'est notre argument. Ce n'est pas que du marketing. C'est vraiment une liberté. Vous êtes sur Europe 1, vous dites ce que vous voulez, comme vous le voulez, dans le respect de la loi évidemment, mais ce sont quand même des gens bien élevés dans l'ensemble, ils ont des choses à dire et des choses pertinentes, voilà. Mais moi, qui suis-je pour les censurer? Et j'ai plutôt envie de savoir, d'aller plus loin en fait dans ce qu'ils me racontent. Et il y a beaucoup de femmes aussi dans ces signatures. C'est voulu? Bien ou sûr. c'est pour avoir une espèce de parité, ou c'est simplement l'occasion a fait le larron? Elles sont très fortes, donc elles sont là. Oui, alors vous avez raison Olivier, la parité, pas au sens du respect de la loi. Ouais. Et non, on le fait parce que sur Europe 1, on a des valeurs et il y a des voix féminines aussi qui comptent autant que des voix masculines. Et oui, on s'efforce aussi de montrer que le respect de ces dames, c'est absolument essentiel. Elles ont autant de place que les hommes dans la société aujourd'hui. C'est normal et c'est normal que ça se voit, ça s'entende à l'antenne. Et en parlant de femmes, il y a une figure incontournable, on en a parlé tout à l'heure, Sonia Mabrouk, qui est à la tête de l'interview politique entre 8h10 et 8h30. Elle est souvent critiquée, parfois caricaturée par les médias de gauche. Ça a été le cas encore avec l'interview de François Bayrou à Matignon, plutôt, avec les 4 chaînes info. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs? Écoutez, c'est des attaques violentes, quand même, souvent en plus. Oui, vaut mieux faire pour ne pas citer Jean-Michel Apathy. Oui. Le premier d'entre eux. Mieux vaut faire envie que de faire pitié. Et écoutez, Sonia est une grande professionnelle. Franchement, qui peut le contester aujourd'hui? Les entretiens de Sonia sont toujours pertinents. Qu'elle reçoive des attaques, à la limite, je trouve ça plutôt bon signe. Ça veut dire qu'elle ne laisse pas indifférent. Et moi, l'entretien, les questions qu'elle a posées au Premier ministre, j'aurais posé exactement les mêmes. Elle a répondu aux questions que je me posais, moi, pas qu'en tant que journaliste, mais en tant que citoyen. J'avais envie d'entendre le Premier ministre sur ces... Et que beaucoup de Français se posent aussi. Exactement. Donc les attaques de M. Apathy, je vous avoue franchement que je les lui laisse, quoi. C'est vraiment... Elle vous passe au-dessus. Mais vous avez remarqué que Sonia ne répond pas à ces attaques-là. Sonia considère que ces attaques... elle répondrait, je ne vais pas répondre à sa place, mais... non, c'est vrai. Beaucoup d'élégance. Tout n'est pas digne d'être relevé. Là-dessus, en tout cas. Alors, au-delà de Sonia Mabrouk, c'est évidemment
Europe 1 en particulier, et en général les médias du groupe Bolloré, CNews, le JD2, Europe 1, qui sont régulièrement attaqués. Pour quelles raisons, à votre avis? Est-ce qu'au final, c'est la jalousie qui fait ça, quand on voit les audiences? Est-ce que c'est le slogan, vous en parliez, radio libre, au final, qui agace les gens? C'est quoi la raison? Mais moi, je pense qu'il y a de ça. Je pense que la couleur de l'antenne, les valeurs que l'on défend, les valeurs sur Europe 1, on respecte l'autorité, on respecte l'ordre, on respecte autrui dans sa différence, mais sans des travers qui vont être appelés wokisants. Et je pense aussi. Et avec cette liberté de penser, justement, et de parler, comme mais vous l'avez dit. Vous savez, la liberté de ton, c'est pas un monopole de quelques éditorialistes. Non, on est d'accord. C'est une antenne ouverte, Europe 1. Les auditeurs plébiscitent les programmes d'Europe 1 parce qu'ils retrouvent des choses qu'ils ont envie d'entendre, parce qu'ils disent eux-mêmes ces mêmes choses. Et ils viennent se nourrir ici, sur Europe 1, parce qu'ils trouvent les chiffres parlent d'eux-mêmes. On était à 2 millions d'auditeurs. Il y a 2 ans, on est à 2,6 millions. Vous n'avez pas une radio généraliste qui a ces progressions-là. Prenez Europe 1 matin, on était à 1 million. Vous avez gagné 200 000 auditeurs en un an, là, sur la dernière vague, alors que la radio en perd. Ben oui, on est passé devant RMC. Aujourd'hui, structurellement, Europe 1, tous les matins, est devant RMC. Et vous voyez, ça n'est pas rien. Il y a un retour d'Europe 1, de la marque Europe 1 et de son assise d'auditeurs. Et je pense qu'évidemment, ça crée des inquiétudes, ça crée des jalousies, etc. Et d'ailleurs, l'une de vos concurrentes, donc Apolline de Malherbe, qui est sur RMC, elle a un peu révolutionné sa matinale. Elle s'accompagne cette année de Louis Sarkozy, notamment. Ça vous fait peur, cette concurrence qui s'agite? Mais écoutez, moi je suis quelqu'un, c'est dans le fond, je suis assez libéral. Et vive la concurrence. Vive la concurrence. Ah oui, évidemment. Très bien. Et quand on vient vous imiter, c'est plutôt bon signe, c'est que vous êtes sur la bonne voie, c'est que vous avez peut-être trouvé la clé d'un succès, mais au-delà de ça, non, on n'est pas là pour aller chercher des auditeurs pour l'auditeur. Le but, c'est pas ça. Le but d'Europe 1, c'est aussi d'avoir une cohérence d'antenne. Moi, ce que je dis à l'antenne, ce sont des choses que je pense. Je ne fais pas semblant. Et les signatures Europe 1, c'est exactement la même chose. On est sincère, on est honnête dans notre démarche. Et je pense que les auditeurs, ça, le ressentent. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, les stratégies de stars sont peut-être pas les plus payantes. Il faut qu'il y ait un fond, une authenticité. Une authenticité que je pense les gens nous reconnaissent. Enfin, quand on fait des enquêtes qualitatives sur ce que les gens pensent d'Europe 1, c'est ce qui ressort beaucoup. Mais faire de l'info, d'opinion, notamment en France, on a l'impression que c'est tabou. C'est votre impression aussi? Alors, moi, j'aime bien ce débat. Je trouve que c'est un très bon débat, parce que c'est quoi l'info? Il y a des faits, et après, il y a des idées. Bien sûr. Voilà. Si vous trichez sur les faits, on vous attaquera, et c'est bien normal. Si vous ne trichez pas sur les faits, vous relatez vraiment ce qui s'est passé, qu'après, on réfléchit à partir de là. Mais où est le problème? Qui ne fait pas ça dans la sphère journalistique? On ne va pas se mentir. Tous les médias fonctionnent de la sorte. Donc, je ne vois pas où est le problème, en réalité. Et simplement, je pense qu'il y a une part de notre profession qui est intolérante envers les opinions qui ne sont pas les siennes, les convictions politiques, et qui prend l'air de ne pas en avoir, alors qu'elle en a, évidemment. Et ce serait mentir que de dire le contraire. Voilà. Donc je pense qu'il y a les deux. Il y a une part de jalousie du succès qui fait envie. Et puis, il y a aussi une question de bataille de valeurs aussi, tout simplement. Et moi, je défendrai les miennes jusqu'au bout. Coûte que coûte. Ouais. Et un mot peut-être sur Pascal Praud, qu'on appelle parfois le boss d'Europe 1. Ah bon, le boss d'Europe 1 Vous considérez comme ça aussi? Non, c'est une grande voix. Il y a Laurence Ferrari aussi, quand même. Oui, non, mais on peut pas faire la liste, mais vous savez, ce qui est dingue, c'est que Pascal, on l'imagine à l'extérieur comme cette espèce, il a une espèce d'aura comme ça, c'est vrai, très importante. Il a beaucoup apporté à Europe 1, mais si vous allez dans les couloirs d'Europe 1, Pascal est une voix parmi d'autres. Et c'est ça qui est quand même assez formidable. La grande famille Europe 1, la grande famille, c'est plus qu'un argument marketing, c'est vraiment quelque chose que vous voyez, où ça discute les uns avec les autres, etc. Pascal, il est très important, il est stratégique, même je dirais pour Europe 1, mais il est loin d'être tout Europe 1, bien sûr. Oui. Et vous intervenez toujours chez lui à l'heure des pros, parce qu'on vous voyait de temps en temps à la télévision. Non. Ça, c'est terminé. Non, je participais à Face à l'info chez Christine Kelly. Mais pour des questions de rythme de vie, j'ai préféré prendre du recul. Mais je les embrasse, je pense à eux, je les regarde. Ça faisait beaucoup pour vous. Alors c'est vrai que Pascal Praud peut être très clivant, mais tout le monde parle de lui, c'est ça aussi le plus important. C'est qu'on fasse parler. Et que Pascal Praud fasse pareil, parce qu'il a créé une espèce de petit phénomène quand même autour de. Ça fait un petit moment quand même maintenant, vous suivez ça depuis. C'est vrai. Mais oui, mais vous savez, les auditeurs d'Europe 1 qui écoutent Pascal, les auditeurs de CNews aussi, pourquoi ça marche?
Bah, parce que ça fait écho, voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Il fait écho à ce qui se passe dans la société, le choix des sujets, le choix des mots pour en parler. Vous voyez, le succès, finalement, c'est naturel quand vous êtes sur la bonne voie, quand vous l'avez trouvé, ça paraît évident, mais vous voyez, c'est ça, la formule de Pascal Praud, elle est simple. Il écoute les gens et il parle. Il dit ce que beaucoup de gens ressentent en réalité, voilà. Et c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs en général sur l'antenne d'Europe 1. Et un mot peut-être sur vous aussi, Dimitri, parce que vous parlez peu de vous, et notamment de vos origines. C'est normal d'avoir une vie privée. Non, mais bien sûr, mais aussi de vos origines ukrainiennes qui se lisent dans votre prénom, dans votre nom. Quel rapport vous avez avec ces origines-là? Vous vous sentez proche de ce pays? Quel est votre rapport? Alors, vous savez, quand la guerre en Ukraine a démarré, il y a de ça 3 ans, mon ukrainité, si vous voulez, c'était quelque chose d'un peu que je vivais de assez lointain. Moi, c'est vous n'avez pas de famille là-bas, par exemple, ou... Peut-être. Si, peut-être. Mon arrière-grand-père est venu en France au début du XXe siècle, pendant la Révolution russe, et si vous voulez, ce traumatisme des guerres civiles fait que le lien s'est perdu. Je porte un prénom slave, je porte un nom d'origine ukrainienne, et j'ai vécu, au moment de la guerre en Ukraine, j'ai vécu ce que c'est l'assignation à résidence. On m'a dit, mais vous êtes ukrainien. On m'a dit, mais vous êtes russe. Et j'étais soit pro-russe, soit pro-ukrainien. Alors que qui vous dit ça en fait, oui, mais des messages que j'ai pu recevoir, etc. Alors que, vous savez, moi, je me sens français, mais à 100% français. Et effectivement, de savoir que le pays d'origine de mon arrière-grand-père, ça fait quand même quelques générations, vivait cette tragédie, m'a interrogé sur mon identité. Mais je me sens français, je porte ce nom. Quelqu'un m'a écrit justement sur la question du prénom, il dit pourquoi vous ne portez pas un prénom français? Oui, c'était un grand débat. C'est le prénom que mes parents m'ont donné, et je ne vais pas le renier. J'aime mon prénom, j'aime mon nom, mais je me sens français, voilà. Et ça, c'est quand même... Et jusqu'au bout, vous voyez. Mais ce qui se passe en Ukraine en ce moment, Mais ça m'intéresse à titre journalistique, comme je peux me passionner pour ce qui se passe en Israël, mais c'est vrai qu'à titre affectif, il y a cet lointain écho avec mon histoire familiale, mais c'est l'histoire d'une rupture, d'un fil interrompu qui a été jamais renoué. J'aimerais pouvoir aller en Ukraine, peut-être sur les traces de ma famille. Mon nom est assez banal en Ukraine. L'occasion peut-être se présentera. Je ne pense pas que le contexte de la guerre il soit très propice. Non, pour l'instant, non. Et vous n'y êtes jamais allé pour le moment? Non, en Ukraine. D'accord. En Russie non plus. Donc il n'y a pas d'attachement encore à ce pays. Juste une dernière question. Est-ce que vous pourriez changer de registre comme ça, si un jour on vous demandait passer de l'info au débat, au talk show, animer une émission sur le hard rock, par exemple? Je sais que vous êtes fan. Non, mais est-ce que oui, je sais, je vous tente, mais alors, c'est possible que Dimitri Payenko évolue dans ce sens-là? Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai lancé une chaîne YouTube avec mon épouse. C'est un projet qu'on a mené en accord avec Europe 1. Une chaîne YouTube, ça s'appelle Intéressant, Dimitri Pavlenko. J'invite tous les gens qui regardent le Buzz TV à aller voir la chaîne. Eh ben super, on va y aller. C'est formidable parce que je pense qu'il y a une partie de l'histoire des médias qui est en train de s'écrire à côté des grands médias traditionnels sur ces plateformes comme YouTube, etc., qui sont aujourd'hui qui attirent énormément des millions de gens. Et ce sont deux sphères médiatiques qui se connaissent assez mal. C'est une aventure un peu nouvelle, où je suis beaucoup plus dans un rôle d'éditorialiste, et j'adore ça, c'est formidable. Alors c'est aussi une petite aventure entrepreneuriale, parce qu'il faut tout faire soi-même. Voilà, donc c'est... Mais oui, bien sûr. Et j'ai animé du débat, j'ai fait du talk show quand j'étais un peu plus jeune. C'est un exercice que j'aime bien. Bon, allez voir cette chaîne, Dimitri. En attendant, je rappelle qu'on vous retrouve du lundi au vendredi sur Europe 1. La matinale Europe 1, c'est de 7h à 9h. On vous souhaite évidemment le meilleur pour cette saison. Merci. Et nous, Sarah, on sera là dès demain avec Sonia Mabrouk, une de vos collègues de travail. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.